J'appelle Franz Jusmé, qui est ingénieur en informatique, qui traite les questions liées à l'intelligence artificielle et qui aussi est chef d'entreprise. Nous l'accueillons pour qu'il nous parle de l'impact de la technologie dans le cadre du nouvel ordre mondial. Bonsoir à tous. Merci, Pasteur Guy Rouget, pour cette invitation, cette nouvelle invitation. Effectivement, j'étais là la semaine dernière, dans la session précédente, et on a eu d'intéressantes discussions et d'échanges. Et donc, aujourd'hui, on va donc continuer avec ce même sujet, et on va donc aborder l'aspect technologique. Donc, on va voir donc qu'il y a un nouvel ordre technologique qui est en train de se préparer. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai décidé de parler de la monnaie numérique, de l'identité numérique, de la biotechnologie, de la réalité virtuelle, de la robotisation des réseaux, de l'intelligence artificielle et de l'ordinateur quantique pour terminer. Donc, ça fait beaucoup, mais je vais essayer de bien résumer de manière à ce qu'en peu de temps, on puisse bien comprendre ces enjeux-là. On va commencer par la monnaie numérique, donc la crypto-monnaie. Il faut savoir que, comme Dr Michel l'a dit, les échanges commerciaux se font sur la base de monnaie fiduciaire, hein, et donc normalement du dollar. Et depuis quelque temps, il y a des monnaies, des crypto-monnaies qui ont été fabriquées et mises en place. Tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Ce sont des monnaies qui ne sont pas étatiques. C'est-à-dire que le Bitcoin, par exemple, n'est pas adossé à un État ou à une monnaie internationale. D'accord? Donc, cette monnaie-là se suffit à elle-même. Donc, n'importe qui, dans n'importe quel État, peut acquérir des Bitcoins et donc faire des échanges commerciaux en Bitcoin. OK? Il y a aussi des monnaies numériques fabriquées par les États. Par exemple, le yuan numérique, qui est une monnaie chinoise, donc qui permet déjà à la Chine de faire des échanges commerciaux internationaux, donc et aussi local et national par le biais de cette monnaie-là. Donc, c'est une technologie qui commence vraiment à entrer un peu partout dans le monde, surtout dans les pays où il y a une instabilité financière, comme les pays africains. Il y a beaucoup d'Africains qui font donc de l'acquisition de monnaie numérique et qui donc peuvent faire des échanges commerciaux avec cette monnaie numérique. Bien entendu, je serai ouvert à répondre à toutes les questions que vous aurez sur ce thème-là. Je ne vais pas aller en profondeur, je fais donc des résumés pour que vous puissiez comprendre les enjeux qui s'opposent à nous. Il y a aussi l'identité numérique. Et maintenant, les grands pays industrialisés utilisent des passeports qu'on appelle des passeports biométriques. Bio, c'est la vie, hein. Ça veut dire que ces passeports-là ont des puces électroniques qui contiennent des indicateurs biométriques, donc qui sont des indicateurs uniques à chaque être humain. Ces passeports, ces cartes d'identité, donc ne sont pas a priori piratables, sauf si vous faites cloner la puce qui est à l'intérieur, mais la clé de cette puce-là n'est connue que par les gouvernements qui produisent ces pièces d'identité. Et donc là, on ouvre donc une boîte au Pandore où nous sommes en train de mettre des données biométriques, des données uniques qui appartiennent à nos corps dans une pièce d'identité qui, pour l'instant, elle n'est pas numérique, mais qui pourrait le devenir. On l'a vu avec le pass sanitaire et le pass vaccinal, etc., que cette identité-là peut être stockée sur un smartphone. Et aussi, il y a aussi la biotechnologie. Nous sommes en train d'entrer dans une ère de biotechnologie. Il y a la société américaine Neuralink qui est en train de préparer un implant. Cet implant-là va donc permettre de relier le cerveau humain avec le monde, le réseau informatique. C'est-à-dire que au lieu de prendre son téléphone, d'aller sur Google, de chercher ce que veut dire biotechnologie, on n'a qu'à imaginer qu'on va sur Google, et bien automatiquement, l'implant va le détecter, il va donc communiquer avec le réseau
et il va donc ouvrir un flux réseau qui va donc faire cette recherche et on va donc avoir à disposition instantanément la réponse à la question qu'on se posait. Vous comprenez, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit où vous êtes, vous avez donc une connexion Internet qui est dédiée, qui est directement dans votre cerveau grâce à l'implant, mais aussi avec, ça ouvre toutes les possibilités que nous connaissons. Et quand on a entendu parler de piratage informatique, donc là, quelqu'un pourra donc pirater votre cerveau et donc vous faire des suggestions que vous qui n'aimiez pas le vert, que désormais vous aimez le vert. Hein, vous qui ne pouviez pas supporter telle spiritualité, ben maintenant vous la supportez. Vous qui n'aimiez pas tel gouvernement, ben maintenant vous l'aimez. Donc, ce sont des dérives possibles de la biotechnologie. On peut aussi parler de l'exosquelette qui va permettre à un être humain de pouvoir marcher sans faire d'efforts. C'est-à-dire que avec ça, vous allez pouvoir travailler comme un esclave. Vous allez pouvoir travailler 24 heures sur 24 parce que l'exosquelette, vous n'aurez qu'à penser, il va faire les efforts pour vous. Que vous soyez handicapé ou non, ça ne pose pas de problème. Il suffit que vous imaginez que vous levez le bras, il va lever le bras. Vous imaginez que vous avancez, il avance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exosquelette. Bien sûr, la biotechnologie est présente dans divers domaines de la vie. J'ai décidé de n'aborder que ces deux-là. Bien sûr, lors des échanges, nous pourrons aborder d'autres aspects de la biotechnologie. Aussi, la réalité virtuelle fera partie du nouvel ordre mondial. Depuis une dizaine d'années, il y a pas mal de centres qui ont ouvert donc la possibilité, comme des musées, pour que les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller visiter les objets qui sont présentés dans le musée puissent le faire à distance. Donc. Et donc maintenant, avec les casques VR, on appelle ça les casques VR, des virtual reality, je veux dire réalité virtuelle, on pourra vraiment agir en parfaite interactivité. C'est-à-dire que quand votre tête se dirige tout droit, vous allez voir ce qui est à droite. Quand vous tournez la tête à gauche, vous allez voir ce qui est à gauche et à droite, etc., en haut, etc. Et donc, vous allez voir votre corps se matérialiser dans un univers qui est entièrement virtuel. Cela veut dire que si vous regardez votre montre, votre main, vous pouvez ne pas avoir de montre, mais vous pourrez voir que vous avez une montre à la main. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un habillage sur la réalité. On a connu cette même technologie à l'époque de l'escrutation vidéo, dans les journaux télé, par exemple. Avant, quand on regardait un journal télévisé, on voyait une personne parler, mais on ne pouvait pas voir d'écrit sur la personne qui parlait. Après, ils ont inventé l'incrustation vidéo qui permettait d'afficher des textes qui va au-dessus de la vidéo. Mais là, on va beaucoup plus loin. Hein, donc, on peut habiller quelque chose sur la réalité avec tous les travers que cela représente. Évidemment, vous pouvez être sur un toit, vous êtes en train de marcher, on vous projette que vous êtes sur une route et vous marchez et vous arrivez à la fin du toit et vous tombez, vous faites une chute de 30 mètres, mais vous n'allez pas vous rendre compte parce que l'image qu'on a projetée au-dessus de la réalité est une image qui est complètement virtuelle. Donc, actuellement là, il y a un nouvel Internet qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle le métavers, qui est la contraction donc entre méta et univers. Donc déjà, univers, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Et là, on adjoint le mot méta à univers. Donc, c'est le futur de l'Internet. Donc, il va donc permettre à tout un chacun d'accéder à un nouveau monde virtuel où les biens pourront s'échanger dans ce monde virtuel. Par exemple, il y a des stars qui ont acheté des maisons dans un métavers, par exemple. Eh bien, une fois que cette star-là achète cette maison,
ben, toutes les terres qui sont dans cet univers virtuel deviennent extrêmement coûteuses parce que tout le monde a envie d'aller habiter auprès d'une star. Et comme dans la vie réelle, on ne peut pas s'acheter une maison auprès de cette star-là, mais dans le métavers, on a donc cette possibilité. Et comme il y a donc la spéculation, donc c'est exactement le même principe que le docteur Michel expliquait au niveau de l'économie réelle. Donc, il y a donc cette spéculation qui va faire donc grimper les prix de ces objets virtuels dans la réalité virtuelle. Et donc, il faut savoir aussi que cette réalité virtuelle a des revers parce que les Japonais, les Asiatiques qui en sont de grands fans de cette réalité virtuelle subissent certaines fois des crises d'épilepsie parce que le cerveau reçoit un certain nombre d'informations qu'il n'a pas été habitué à voir et donc des informations qui ne correspondent pas à la réalité aussi. Et donc, tout ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et la réalité virtuelle est très utilisée aussi pour les jeux. Donc, au lieu de voir qu'on est en train de manipuler un personnage dans le jeu vidéo, on devient le personnage lui-même de cette réalité virtuelle. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes psychologiques. Il y a donc de nouveaux centres de traitement qui s'ouvrent pour soigner les personnes qui sont victimes des effets de cette réalité virtuelle qui n'en est qu'à son début. La robotisation aussi va inonder notre nouvel ordre mondial. Les robots deviennent de plus en plus humains, entre guillemets, parce que grâce à l'intelligence artificielle, ils sont capables de penser, de réfléchir, de poser des questions, de comprendre et de trouver des solutions, tout comme un être humain, d'accord? Et avec aussi le progrès en termes de revêtement, on est capable de leur mettre des peaux artificielles qui ressemblent à s'y méprendre à la peau humaine. Et on a développé un certain nombre de micromoteurs sur le visage parce qu'en anatomie, le visage d'un être humain a énormément de muscles qui permettent de réaliser un certain nombre d'expressions. Et donc, il est essentiel d'avoir tous ces micromoteurs-là pour pouvoir reproduire l'expression humaine. C'est extrêmement compliqué. Et donc, ils ont fait pas mal de recherches et donc, ils arrivent à reproduire, pour l'instant, de manière assez bien réussie, l'expression du visage humain. Et lorsque ces robots humanoïdes auront fusionné avec l'intelligence artificielle, ça va être extrêmement compliqué de différencier un robot à un être humain, tellement les avancées technologiques vont loin. Actuellement là, au Japon et en Chine, où il y a des problèmes de démographie, la population commence à vieillir, et surtout en Chine, où il y a eu la politique de l'enfant unique, et donc qui a poussé à procéder à des avortements pour les bébés-filles, parce que les garçons avaient plus de débouchés. Donc, on se retrouve avec une société où il y a plus de garçons que de filles. Donc, il devient nécessaire de créer des robots féminins pour accompagner cette population qui est en difficulté par rapport à ses besoins naturels. Et tous les moyens de transport deviendront autonomes aussi, de la voiture autonome en passant par les avions qui ont été parmi les premiers à s'automatiser. Parce que faut savoir que quand vous prenez l'avion, les phases qui sont généralement allouées à l'humain sont les phases de décollage et d'atterrissage. Après, toutes les voies que l'avion doit emprunter peuvent être guidées directement par l'intelligence embarquée de l'avion. Donc, il est capable de faire tout le trajet en totale autonomie. Au niveau des trains aussi, on a par exemple en France des lignes à Paris, je crois que la ligne 10, je pense, est autonome. Et les TGV aussi suivront avec cette autonomie. Et il y a aussi une nouvelle technologie que l'on appelle l'hyperloop, qui est sur cette image. C'est un moyen de transport révolutionnaire qui va permettre d'atteindre des vitesses de pratiquement de vaisseau spatial.
et donc de faire des distances comme Paris-Lyon en une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous voyez la distance, hein, en TGV, on le fait en plus de 2 heures. Et donc, lorsque vous allez appeler quelqu'un pour lui dire que vous venez, la personne n'aura même pas le temps de faire un café et que vous serez déjà arrivé à Lyon en partant de Paris. Donc, ce sont des nouveaux moyens de communication. Donc, inutile de vous dire qu'à cette vitesse-là, à plusieurs centaines de kilomètres heure, entre 600 et 1200 kilomètres heure, à cette vitesse-là, il n'y a pas d'humain à bord, hein, qui contrôle. Et donc, ces machines-là seront dans des environnements sous vide, où il n'y aura donc pas de frottement avec l'air pour permettre d'atteindre ces vitesses vertigineuses. On aura aussi de nouveaux réseaux, la 5G qui est en cours de déploiement et la 6G qui est en cours de préparation. Et donc, permettront à toutes ces machines donc, de communiquer à très, très haut débit. Donc, inutile de vous dire qu'une machine qui vole à 600 et 800 km/h, ce n'est pas une petite connexion RTC ou ADSL qui va suffire pour toutes les personnes qui seront à bord, qui auront pendant ces 10 minutes-là l'envie de regarder les chaînes d'information, faire des visios, etc., etc. Donc, il faudra que le débit suive. Et les réseaux que nous avons actuellement sont déjà en souffrance. Il n'y a qu'à voir, hein, lorsqu'il y a par exemple des événements compliqués, quand vous essayez de passer des appels, ben, vous n'avez pas de réseau parce qu'il y a trop de monde, le réseau est sursaturé parce qu'il n'a pas été dimensionné pour une population aussi massive. Et donc, lorsqu'on va ajouter toutes les voitures autonomes, les drones, etc., ils auront tous besoin de réseaux. Inutile de vous dire qu'il faudra de nouveaux réseaux pour la communication de tout ça. Et donc, les réseaux 5G et bientôt 6G ont vocation à répondre à toutes ces demandes. L'intelligence artificielle, nous avons touché un mot déjà. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'a une machine de mimer l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a la capacité d'apprendre et de répondre à des problèmes nouveaux. C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, à des problématiques, nous réfléchissons, nous utilisons les connaissances que nous avions auparavant pour donc répondre à cette problématique et donc trouver une solution. Ah bien, les machines aussi, elles sont capables d'apprendre grâce à des réseaux de neurones virtuels, exactement comme nous l'avons dans le cerveau humain. Et donc, ça leur permet donc de pouvoir emmagasiner des connaissances, donc de la data, et donc de pouvoir schématiser ces données-là, et donc poser le problème et trouver la solution elle-même. C'est donc cette intelligence artificielle qui sera donc mise à profit dans les moyens de transport intelligents et qui va donc pouvoir trouver des solutions à des problèmes comme un humain qui arrive, qui n'était pas prévu, il arrive, voilà, il a un comportement bizarre. Et donc, qu'est-ce que la voiture doit faire? Ben, la voiture ne va pas demander à un humain qu'est-ce que je vais faire. Elle va analyser la situation et elle prendra la meilleure décision qui soit pour tout le monde. Et donc, ça, c'est l'intelligence artificielle donc, qui permet d'ores et déjà de faire tout cela. Eh bien, tout cela, ça demande aussi une puissance informatique qui devient de plus en plus nécessaire. Et l'ordinateur tel que nous connaissons, l'informatique telle que nous la connaissons, ne suffisent pas pour répondre à tous ces besoins parce que le temps de traitement devient trop long. On a connu dans les années 80 des ordinateurs qui ne faisaient même pas 1 MHz. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs qui tournent à plusieurs gigahertz. Et malgré tout, même en faisant des réseaux d'ordinateurs qui tournent à plusieurs gigahertz, eh bien, on n'a pas suffisamment de puissance. Donc, on a donc inventé l'ordinateur quantique qui va donc utiliser directement les principes des lois physiques quantiques pour résoudre des équations
Donc, nous connaissons un petit peu le binaire hein, dans l'informatique, c'est deux états, l'état 1 et 0, ce qui est avec l'intrication quantique et la physique quantique. Un élément peut être dans deux états au même moment, tout comme un élément quantique peut prendre deux voies en même temps. Ce sont des choses qui défient un petit peu l'entendement humain parce que nous ne sommes pas habitués avec ces technologies-là, mais elles existent bel et bien et elles seront dans notre futur. Donc, nous devons dès maintenant commencer à les apprivoiser, à comprendre comment tout cela fonctionne. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire rapidement en résumé hein, de l'aspect technologique du nouvel ordre mondial. Je suis ouvert à vos questions.